l'Euroleague et la place des coachs, c'est quelque chose que tu voulais aborder. Paul, on vient de parler dans le Fast du Pana, on a parlé du Real, au Pagina Ataman, Chus Mateo, peut-être le point d'entrée le plus facile pour ce débat, qui a un effectif qui a diminué en qualité, et les résultats s'en ressentent. Chus Mateo a-t-il un impact sur les résultats du Real cette saison? Je pense qu'il n'y en a pas. Tu vois, c'était oui. Ouais, je t'ai posé la question pour tout me répondre ça. Donc oui, je vois un petit peu oui, Paul. Non, alors, voilà, moi, j'en parlais avec Nicolas, et c'est une interrogation que je me fais souvent devant ma télé. Aujourd'hui, on est numéro 24, les joueurs, en Euroleague en tout cas, sont de plus en plus forts individuellement. Et même en général, je trouve que sur un plan de partout un peu, ils sont de plus en plus forts. Avant, l'Euroleague, c'était vraiment une ligue cérébrale. Tu vois, tu n'avais pas autant d'athlètes, tu n'avais pas autant de joueurs en un contrat aujourd'hui, de stars. Exactement aujourd'hui, quand tu vois Monaco, quand tu vois le style un peu de Paris, mais d'autres équipes, c'est beaucoup de... tu vois, avant, c'était Diamantidis, Mike Baptiste, pick and roll et alley-oop. Aujourd'hui, en fin de match, en possession, c'est isolation. Tu vois, ce qui n'était pas avant. Le Pana, prenons le Real par exemple. Le Pana, ça va être Kendrick Nunn. Le Real, c'est un peu plus jeu collectif. Voilà, Campazzo qui va à l'image de contre le Barça, tu vois, Campazzo. Mais voilà, je te fais une généralité. Ce qui n'est pas le cas de toutes les équipes. Bref. Et donc, du coup, quelle est la vraie place aujourd'hui pour les coachs dans ce système? Est-ce que le coach doit apporter la tactique? Est-ce qu'il en apporte vraiment? Ou est-ce qu'il doit apporter vraiment que du management? À l'image d'Ataman, mais Ataman, tu vois, c'est là où je comprends pas, c'est que pourquoi cette année ça marche pas, tu vois. Celui-là, on parle d'Ataman, on parle de Matteo, sont des coachs qui sont un petit peu en difficulté. Matteo, mes échos que j'ai, c'est vraiment du management. C'est pas vraiment de mise en place, de choses comme ça. Qui fait la mise en place alors? Parce que ça mais il y a toujours une mise en place, toujours, mais n'importe qui peut faire une mise en place. Peut-être qu'aujourd'hui, avec l'expérience que je dois pouvoir te mettre une mise en place. Voilà, tu connais les joueurs adverses, je sais que ce gars-là, il est moins fort sur sa main gauche, donc allez, vas-y, on va faire une défense, on va le pousser à gauche. Tu vois, je pense que ça, c'est pas. Mais quand tu as mis en place, une fois que tu as fait ton plan de game, ton game plan, pardon, si ça marche pas, qu'est-ce que tu fais? Où est ton ajustement? Quelle est ta capacité à changer tes trucs? Tu vois, et c'est là ce qu'on va attendre vraiment d'un coach. Alors, est-ce que vous trouvez... Ouais, mais tu réponds pas à la question, en fait. Tu réponds pas à la question, tu dis un truc dans un sens et un truc dans l'autre après. Exactement ça. C'est qu'aujourd'hui... Donne-moi un coach, par exemple, qui tu trouves en Euroleague aujourd'hui, c'est des bons ajustements. Là. Non, mais c'est global, c'est aussi le rôle d'un coach. Et, parce que la question, en gros, c'est est-ce qu'un coach, ça sert à quelque chose ou à rien? Non, ouais, mais non. Non. Ouais, c'est un peu... je raccourcis, mais... Raccourcis beaucoup. Oui. Mais c'est pour pour être un peu polémique, pour être un peu client en fait. Ils sont dehors. Prenons Thiago Splitter. Prenons. Ouais, mais voilà, Thiago Splitter. Est-ce que c'est la question? Moi, je le sens encore Herbert. Moi, j'ai demandé, tu vois, j'ai demandé à Vara. J'ai dit, mais si tu avais pris un autre coach, je crois pas que ça aurait marché et tout. Aussi de la même manière. Il me dit, ouais, mais non, parce que lui, il a eu l'intelligence d'accepter de faire plus ou moins de. À la suite d'Isalo. De le faire à coaching. Mais après, c'est quoi un coach de très haut niveau? Et tu joues au très haut niveau. Un coach de très haut niveau, alors bon, il y a des fous furieux comme Collet qui ont 150 systèmes et tu as joué beaucoup pour lui et donc tu connais, etc. Mais maintenant, et je pense que Splitter ou Poupée ou les coachs d'Euroleague, de NBA, etc. sont dans cet état d'esprit, c'est du management. C'est du management des pégants. Et tout à l'heure, on parlait de Strazel ou Begara ou Tarpe, etc. pour l'exemple de Monaco. Il y a quand même une grosse différence depuis l'arrivée de Spanoulis. Dans l'état d'esprit, dans le team spirit. Il sert que du management, ça ne te fait pas gagner des matchs. Non, après, il y a le match en lui-même. C'est-à-dire que faire des petits ronds et des petits ronds, des petits ronds sur une plaquette en disant tu fais pic machin, pic truc, là tu fais, là tu truc, et là tu machin. Je dis pas que n'importe qui peut le faire. Mais malgré tout, c'est pas là où tu vas gagner ton match. C'est le bon changement. La bonne rotation. Et le moment où tu vas sortir ton mec, quand tu sors, quand tu libères l'adversaire, mais ça c'est pareil, tu peux le préparer. Ça c'est pas du... Ça c'est... Oui, il y a ça. En fait, il y a le management de ton équipe et après, il y a ce qui se passe pendant le match. Parce qu'on en parlait l'autre fois quand on parlait de Monaco.
Je veux dire, à chaque fois qu'il faisait un changement, Sacha, à la fin, le mec qui sortait, il n'était pas content. Il y a ce que tu vas dire à ton joueur, ce que tu vas lui raconter. Et là, on prend l'exemple de Monaco, mais ça doit être pareil. Ce que tu as connu à Lasvel, il y a des moments qui étaient un peu compliqués, ou dans d'autres clubs. C'est comment tu vas réussir à gérer ces situations. Donc ça reste malgré tout du management en même temps. C'est pas de la tactique pure et dure. Collet, c'est un mec à part. Et c'est pas de la tactique pure et dure. Une fois de plus, maintenant, des systèmes, des plays, ils s'en trouvent partout, n'importe où, etc. Et au final, tu finis par de l'isolation et un contraire à la fin. Du pic dans l'axe. Voilà, exactement. Du pic dans l'axe qui est devenu le truc à la mode depuis quelques années. Parce que tu parlais de Diamantidis, donc là, on a perdu tous les mecs de moins de 30 ans. Mais je veux dire, quand Moscou est champion, et tu y étais à Moscou, je ne sais pas de conneries, tu suivais Nando, hein. Enfin, le Final Four, il était pas à Moscou, mais ça devait être à Vitoria ou un truc comme ça. Ouais, c'était à Vitoria, moi j'y étais aussi. Je veux dire, Moscou, donc c'était Itoudis le coach, c'était Nando, etc., qui était MVP de si pas de bêtises. Ça joue déjà que de l'isolation, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans du jeu collectif, hein. Donc finalement, on a toujours dit le jeu léché de l'Euroleague. Mais ouais. Avec des évolutions. De Monaco, on a eu un changement de coach, parce que ça n'allait plus être dans ses poches. Tu changes. Quelle est la part, en fait, de la touche de ce que c'est les éléments de psychologie des joueurs qui vont se dire, voilà, on a été responsable du licenciement pour les coachs. Mais oui, ils étaient dans ce bouge. Vous devez être content. Certains devaient être contents. Parce que, C'est sûr. parce que moi, il y a un truc qui m'énerve un peu, c'est que ils ont gagné au Pana, c'est très fort, ils ont gagné au Finir, c'est très fort, tu vois. Mais là, tout de suite, les premières victoires, c'est la touche espagnoliste, tu vois. C'est grâce à lui. Non, mais ça, c'est les journalistes de merde, ça. Bah, si. Tu sais, on a Nice qui a voulu virer Splitter au bout de 2 matchs, hein. Personnellement, peut-être que je me trompe, mais depuis le début de saison, je trouve que Mike James est beaucoup plus collectif que l'année dernière. L'année dernière, je pense qu'il était dans sa mission pour aller chercher son record de points. Je trouve beaucoup plus collectif cette année. Limite trop, des fois. Ouais, peut-être je trouve qu'il abuse même des fois. Ouais, je suis d'accord. Et Il attend le quatrième carton quasiment pour shooter presque. Il a été incroyable contre le Fener, Mathieu. du coup, ma question, c'est est-ce que. On en parlait avec des coquilles comme moi, avec le Croate Rocco. Il me demandait, mais est-ce que tu crois vraiment que cette équipe elle a besoin d'un coach vraiment? Moi, je pense que c'est plus de l'état d'esprit individuel. Alors après, oui, il y a les ajustements. Il va rappeler des mecs. C'est là que tu rejoins Cyril. Finalement, le coach est un manager. Le jeu, les joueurs le connaissent. Mais qu'est-ce que tu vas apprendre à jouer à Mike James? C'est-à-dire, qui peut apprendre? Alors, peut-être expliquer, c'est pas Doulis. Qui peut apprendre à jouer à Mike James en fait? Mais peut-être à ce moment-là, tu vas lui préférer lui dire là, c'est mieux. Oui, mais après, t'es pendant le match. Enfin, genre, on a tous joué à des niveaux de basketteurs plus ou moins élevés. Et généralement, si Paul il fait une passe pendant un match, etc., ou il prend un shoot, ouais, le coach il peut arriver derrière et pour avoir coaché, tu vas lui dire, c'était pas bien ton truc, mais mec, j'ai une demi-seconde pour décider. Tu sais, le mieux, ce qu'on respecte quand on est joueur, déjà, c'est quand tu parles au coach, qui connaissent de quoi il parle. Tu sais, tu le ressens, tu le vois. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que, est-ce que tu crois que demain, un mec qui aura peut-être jamais fait une basket de sa vie, mais qui excellent manager, qui a une aura, tu vois, tu sais, qui arrive, C'est intéressant. et tout, tu vois, qui connaît le basket, mais qui a peut-être jamais fait de basket. Tu sais, un gars qui a regardé du basket, tu sais. Il y a des exemples, hein. Il y a des contre-exemples de ça, hein, mais C'est le gars, il a besoin. José Mourinho du basket, quoi. Tu vois, et le gars, il va arriver, il va te dire, vas-y, tu vois, est-ce que ça peut marcher, tu vois? Moi, Je sais pas pour toi le coach idéal à ce niveau-là de Oli, sur le savoir-être, le savoir-faire. Ce serait pas ton peu. moi, je pense que et de toute façon, les masters, le maître, tout ça, ça reste au Madovic. Ouais. Parce que lui, tu vois qu'en plus, lui, c'est l'un des rares. Tu vois que ses équipes, elles progressent. Pour moi, la légende des coachs, avant lui, c'était Ettore Messina. Mais quelle déception sur ces 3-4 dernières années à Milan, quoi. Et puis en plus, C'est tout ce qu'on dit ici. Il va finir top 6. Il va finir top 6. il a quoi, 6 victoires d'affilée. Mais moi, je serais curieux de savoir quelle est sa place maintenant. Pourquoi avant ça, est-ce que c'est le discours des joueurs qui marchaient pas? Mais je trouve qu'il a recruté. Tu vois, j'étais sceptique par rapport au recrutement de Milan en début d'année. Tu as Mirotic en poste 4 et tu recrutes Zach Lidé. Pourquoi tu fais ça? Tu as d'autres carences, tu n'as pas de meneur. Tu vois, et tu vas prendre beaucoup d'argent, tu vas mettre beaucoup d'argent sur Zach Lidé. Mais est-ce que au contraire, c'est pas intelligent de l'avoir recruté? Parce que Zach Lidé, il est passé 2 ans
voire 3 ans sous Obradovic. Donc c'est un mec maintenant qui, je pense, est plus cérébral. Bien. Mathias, j'essaie de pour le connaître, je sais que il le dit souvent que Obradovic, il lui a appris énormément de choses qu'il a eu du mal peut-être à entendre ou à comprendre avant, et aujourd'hui, il s'est devenu un autre joueur. Ouais, c'est marrant, ce week-end, il y avait une petite vidéo de José Chouamandetch qui apprenait à ses joueurs artisans comment rater un lancer franc sur les fins de match, quand tu veux jouer la récession, rater. C'est vrai qu'il y en a qui font cette recherche L'apprentissage d'outil, c'est les herbes, ça. Et donc, et Torre Messina, est-ce que il a eu l'intelligence de prendre des mecs comme Fabien, on en parlait aussi, Fabien, qui lui, il connaît le basket, qu'il a eu au Real des années, et puis voilà. Est-ce qu'il a eu l'intelligence de prendre des mecs qui vont comprendre son discours et qui vont faire un basket peut-être un peu plus cérébral que d'autres? Ou est-ce que c'est vraiment les joueurs, la cohésion de groupe et tout ça, qui a fait que voilà. On a parlé de Splitter, on a parlé de Vassili Spadomi, je vais finir sur les clubs français. Pierre Coupé, une vraie patte à Lasvel, il y a un vrai changement depuis Pierre Coupé a pris Lasvel l'an dernier. Ouais. Là, il y a quand même quelque chose. Je crois parce que je pense que tout le monde était unanime de dire cet été, ils vont prendre qui Lasvel en coach. Bon, je pense qu'aujourd'hui, ils vont dire, ils le re-signent combien de temps, quoi. Tu vois ou pas? Je pense Il y a eu une période où Lasvel voulait signer Freddy Fotoux. Voilà, beaucoup hésité. Et derrière, c'est qu'ils ont vite re-signé. Il parlait de, je sais que Tony est assez proche de Stariolo, je crois, de mecs comme ça. Donc, ils étaient prêts peut-être à casser la cagnotte un peu pour prendre un coach de renom. Au final, est-ce que par manque d'opportunités, ils ne l'ont pas fait? Peut-être. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, on tient notre discours à Lasvel. Alors, j'ai plus par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous dire maintenant, en Euroleague, quelle est la part de travail d'influence des coachs pour construire une équipe? Est-ce qu'ils ne sont pas dépendants des agents, managers? Je pense que c'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, pour le vivre de l'intérieur, le plus important, c'est d'arriver à faire une association de joueurs, d'êtres humains, qui va bien s'entendre. Et qui l'a fait cette association? Normalement, il faut que ce soit en accord avec le coach, parce que c'est lui qui fait jouer les mecs. Pourtant, on est obligé de bien s'entendre aujourd'hui pour aller gagner un titre. De pas bien s'entendre, pas d'être, on va pas les bouffer forcément au restaurant tous les soirs après, mais d'avoir une certaine complémentarité ou d'avoir une certaine alchimie. Mais c'est Paris, j'ai l'exemple de Paris, quoi. Voilà. L'exemple de Paris. Ouais. L'exemple de Kevarius S. Oui, je sais. Il est très intelligent. Ah, puis t'as cette tu disais tout à l'heure, cette bonne idée d'avoir d'avoir pris ces mecs de bonne et d'avoir construit autour de ça. Et d'avoir ajouté un Ifi, d'avoir ajouté un Hayes, d'avoir ajouté Madolo, etc. Et malgré tout, tu gardes. C'est la fondation, en fait, t'as juste rajouté. Ouais. Et bien vu de la part de Splitter d'être dans la continuité de ça. Après, Splitter, il était formé à de très bonnes écoles en NBA. Et avec l'équipe du Brésil aussi. Et en Euroleague aussi. Lui, à mon avis, je pense, je sais pas, mais tu sais, quand tu as joué en Euroleague aux Spurs, ça doit le démanger. Des fois, il doit vouloir faire un basket peut-être beaucoup plus cérébral que ce qui est peut-être proposé. Je sais pas, hein, ça reste des suppositions. Mais voilà, mais lui, il a eu en tout cas, c'est sa force actuellement, c'est qu'il a eu l'intelligence de s'adapter à son groupe. Mais ouais, est-ce qu'un autre coach, j'aime bien me poser cette question. Est-ce qu'à Monaco, non, tout le monde n'accepte pas. Tout le monde n'accepte pas. Mais à tous les niveaux, hein. À tous les niveaux, même à un niveau, moi j'ai coaché en N2, même à ce niveau-là, en fait, t'as des mecs qui veulent imposer quand ils arrivent dans un club et hop, au bout de 4 matchs, ils sont virés parce que ça fonctionnait pas. Ça fonctionnait pas, il n'a pas ce recul de dire, qu'est-ce que je dois changer? Je me permets juste, tout à l'heure, tu disais, par rapport à un coach qui a jamais vraiment joué. Est-ce que pour toi, en tant que Paul Lacombe, en tant que joueur, tu ne peux pas être coaché par un mec qui n'a pas joué à un meilleur niveau que toi? Moi, la première chose que j'attends du mec, comme je te disais, c'est qu'au début, si je sais qu'il n'a pas joué, je vais attendre son discours. T'as eu Donadieu en équipe de France. T'as eu Donadieu en équipe de France. Ouais, mais son discours, dès que tu parles basket avec lui, il connaît tout. Moi, c'est le plus important. Tu vois, moi, j'ai un peu bourlingué. Je regarde énormément de basket, j'ai un peu bourlingué. J'ai joué quasiment de partout en Europe, j'ai cette chance. Et je connais quasiment tous les joueurs d'Europe. Quasiment, tu vois, j'abuse, mais voilà. Donc, ça veut dire que quand je vais voir un mec, je vais lui parler un peu et que je vois que, non, je sais pas qui c'est. Non, tu vois, non, je me rappelle pas de Malaga, de il y a 10 ans. Moi, tout de suite, je suis vas-y, on arrête de parler, t'as du score. Et donc d'attendre ça d'un coach, en fait, donc, tu vois, après, comme je t'ai dit, après, si, tu vois, il y a
t'attends autre chose sinon, tu vois. Mais déjà, pour moi, c'est rédhibitoire. Genre, si tu fais ce métier, tu dois connaître les trucs, tu vois. Même si tu connais pas, franchement, bah, si moi, ton joueur, je connais plus que toi, bah, c'est chaud. Pour conclure ce débat sur le coaching en Euroleague, Paul, est-ce qu'il y a, tu as parlé d'Obradovic, est-ce qu'il y a un coach, Obradovic, peut-être un autre, pour lequel tu rêverais de jouer à coach actuel Obradovic? C'est chez moi, même si j'ai été un peu déçu, moi, c'est Messina. Ettore Messina, parce que c'est, pour moi, en fait, j'ai kiffé l'Euroleague dans les années 2005-2010, quand il coachait CSKA, avec Gerard Den, Rajan London, C. Soska, c'est les Et c'est son break en NBA qui lui a fait du mal. C'est en retour du break NBA qu'il a... Parce que tu sais, maintenant, plus ça va, plus sur le basket NBA et universitaire, pour plus ce qui est coaching et apprentissage aux joueurs, j'entends que des mauvais échos. J'entends très peu par rapport à ce qui était il y a 10 ans. Vous l'aurez vu ici en premier, Paul Lacombe jouera pour Messina l'an prochain. Sera donc à... Non, tu l'as pas demandé quel est le pire coach qu'il a eu. Hein, histoire qu'on Non, tu veux le pire? Regarde. Il a oublié. Non, il a envie de le dire. Il a envie de le dire. Il n'y a pas de pire, mais forcément, ou avec le moins d'affinité. Moi, j'ai galéré et j'ai eu beaucoup de mal à jouer pour Pierre Vincent. Mais après, avec du recul, c'était à Las Vegas ou pas? Ouais, c'était à Las Vegas. C'est toujours pareil. Quand t'es joueur, une fois, t'es con. Je pense que c'est que de sa faute. Et avec du recul, je comprenais pas vraiment. Tu penses toujours que c'est que de sa faute. Non, je pense qu'il y a une part de... Je pense que j'ai une vraie part de responsabilité. C'est clair, c'est sûr et certain qu'à l'époque, c'était pas moi, c'était que lui. Mais je pense qu'aussi, il y aura sur le discours, tu vois, c'est toujours pareil. Le discours, peut-être que je sais pas, il y a un truc qui est pas passé. Et c'est dommage parce qu'en plus, humainement, on s'entendait super bien en dehors du terrain. On jouait beaucoup à la conche ensemble, à la bolotte, tout comme ça. C'était vrai en plus. Mais je sais pas, sur le terrain, le discours, il passait pas. Et du coup, j'en ai souvent voulu, alors qu'en fait, je me rends compte que c'était quand même en grande partie de ma faute aussi.